7h14, les experts arrivent sur Europe 1. Thomas Soto. Sont là les experts Axel de Tarlet pour l'écho, Antonin André pour la politique, Alex Taylor pour l'Europe et Anne Le Gall qui innove. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. Axel de Tarlet, nouvelle déconfiture des places boursières dans le monde entier, ça a encore dégringolé Moins hier. 1,8 en ce moment-là à Tokyo. Voilà, ça chute encore sur les marchés asiatiques. Pourquoi cette chute et est-ce que c'est grave, Alors, Axel cette chute, elle est importante. Donc, moins 1,8 à Tokyo. Hier, moins 3,5. Depuis le début de l'année, la bourse de Paris perd 11%. Puis c'est mondial. Wall Street perd la même chose, perd 10%. Pourquoi ? Eh bien, on s'inquiète du ralentissement de l'économie mondiale. Et vous savez, en ce moment, tous les financiers font une fixation sur un indicateur, sur le prix du pétrole. Avec cette idée que si le pétrole baisse, c'est parce que les usines tournent au ralenti dans le monde entier et donc consomment moins de pétrole. Donc tout le monde regarde en ce moment le prix du pétrole. Et hier, le prix du pétrole est passé sous les 27 $. Sous les 27 $. Et du coup, c'est ce qui a provoqué ce nouveau vent de panique. On se dit décidément, l'économie tourne au ralenti. Mais est-ce que c'est grave ? Est-ce que cette chute des marchés peut aggraver vraiment la crise ? Alors bien sûr que ça l'aggrave. Vous savez, une bourse qui ne fonctionne mal, ça veut dire plus d'introduction de bourse. Ça veut dire que pour les startups, comme la start-up française Deezer, vous savez, qui propose de la musique en ligne, elle avait projeté d'entrer à la bourse de Paris pour lever de l'argent frais. Elle a dû abandonner ce projet. Donc vous voyez, c'est mauvais pour les startups. Et puis il y a un deuxième phénomène qui se passe, c'est que du coup, il y a un mouvement tous aux abris en ce moment sur les marchés financiers. Les investisseurs ne veulent plus avoir de placements risqués. Et c'est quoi les placements risqués ? C'est la dette espagnole, la dette portugaise, la dette grecque. Qu'observe-t-on du coup sur les marchés ? Une remontée des taux d'intérêt. Vous vous souvenez comme en 2012, au Portugal, les taux ont brutalement remonté à 3%. Donc vous voyez, la chute des marchés, c'est mauvais pour les entreprises, c'est mauvais pour les pays d'Europe du Sud, pour la zone euro. Alors, il ne faut pas non plus dramatiser. Oui, parce que ça descend un jour, puis ça remonte un peu le lendemain, puis ça redescend, c'est un peu le yo-yo là. Voilà, c'est un peu le yo-yo. Et puis moins 11% en janvier. Bon, on en a connu d'autres. En 2011, quand les Standard & Poor's, souvenez-vous, a dégradé les États-Unis, l'été 2011, la bourse de Paris a fait moins 30. Et je ne parle pas de Lehman Brothers en 2008, mais enfin ça avait mal tourné. La bourse de Paris avait fait moins 42%. Bon, enfin là, moins 11, ça va pas dans le bon sens. D'ailleurs, vous avez noté que le FMI dit, pour la France, vous ferez que 1,3% de croissance cette année, alors que le gouvernement attend un 5%. C'est là qu'on voit que la psychologie gouverne les marchés financiers, finalement. La peur notamment. Les patrons, les startups, je vous dis, doivent renoncer à leur projet d'introduction à la bourse de Paris. On va parler de ces marchés. On en a parlé déjà hier à Davos, de ces marchés financiers en folie. Antonin André. Aujourd'hui, c'est Manuel Valls qui va arriver là-bas en Suisse. Première fois qu'un Premier ministre socialiste français participe à ce forum économique mondial, temple de la finance mondiale. Tout le monde l'attend et tout le monde attend aussi là-bas, surtout Emmanuel Macron. Ah oui. CNN, CNBC, Bloomberg TV, 3 interviews en 2 jours avec les chaînes médias américains de la planète business, sans compter un grand débat diffusé sur BBC World. Effectivement, c'est pas Manuel Valls, mais c'est bien Emmanuel Macron que tout le monde attend à Davos. Tout le monde veut le voir. Davos, c'est le festival de Cannes de la finance. Et Emmanuel Macron, c'est le Leonardo DiCaprio, si vous voulez. Le comparatif pour Manuel Valls va être assez violent. D'abord parce que les grands patrons chinois, japonais, américains ne connaissent pas le Premier ministre. Ils connaissent Emmanuel Macron, l'ancien associé gérant de la banque Rothschild. C'est un des leurs. Et puis il parle de la finance. Ils le connaissent d'avant sa vie politique, oui, en fait. Et il parle fluent en anglais. Là où Manuel Valls s'exprime en français, le Premier ministre découvre les lieux aussi, les codes, les usages. Emmanuel Macron est déjà venu en 2011. Il travaillait pour le candidat François Hollande dans l'ombre, comme ça c'était son VRP dans le monde de la finance. Bon, alors déjà que c'est assez tendu entre Manuel Valls et Emmanuel Macron. Le ministre de l'économie s'est déjà fait recadrer plusieurs fois, notamment pour sa sortie sur les 35 heures, sur la radicalisation des jeunes en banlieue, dont la société serait en partie responsable, c'est ce qu'il avait dit. Ça va pas arranger les choses, tout ça. France is back. C'est le slogan d'Emmanuel Macron quand il vend la France à l'étranger. Moi je vous l'annonce, Macron is back. Il revient sur le devant de la scène, poussé par le président de la République. Début février, il y aura une grande conférence de presse à Bercy pour présenter la stratégie économique du gouvernement. Il sera question notamment des nouvelles mesures économiques, la loi Noé, les mesures Noé qui vont ressortir. Non, il n'aura pas sa loi, mais il aura ses mesures Noé. Il va les incarner. Macron va incarner le réformisme du quinquennat Hollande. Macron, c'est la modernité. Là où Valls avait avant cette image-là. Et l'enjeu, c'est la relève, c'est l'après-Hollande. Vous savez, la politique se nourrit de ces duels. Souvenez-vous, Dominique de Villepin à Matignon, Nicolas Sarkozy à Bercy. Alors, on n'a pas atteint le niveau de violence du croc de boucher entre Manuel Valls et Emmanuel Macron, mais désormais, ça s'étale sur la place publique. Alors, qui va l'emporter ? Il y a un signe qu'il faudra regarder, le remaniement annoncé fin janvier, début février. Oui ou non, Emmanuel Macron deviendra-t-il le seul maître à Bercy, le seul ministre de l'économie et des finances ? En ce moment, exactement. Est-ce qu'il va devenir, lui, l'incarnation de Bercy ? Il y a le juge de paix qui se trouve à l'Élysée, pas très loin d'ici, c'est François Hollande, c'est lui
qui arbitrera le duel entre ces deux-là. Parmi ceux qui lui sapent le boulot, il y a aussi son collègue Michel Sapin qui lui a déjà dit non, hein, il n'y aura pas un grand Oui, merci mais Michel à Tony Sapin, Macron. il va peut-être bouger. Ça se Ah. murmure, on verra. Ça qui est Un bien remaniement, avec vous Antonin savez, André, là. seul le président de la République, il faut être dans sa tête pour savoir exactement ce qui va se passer. Tous les matins, il nous lâche des petites choses comme ça. Hein. Vivement demain. On va au Liechtenstein avec vous, Alex Oui, nous Taylor. restons dans les Alpes. Absolument. Pour un procès de narcotrafiquants aux États-Unis, le Liechtenstein est impliqué dans ce procès, c'est ça? Oui, absolument. Et les Suisses, surtout, commencent à s'inquiéter de leurs petits voisins vu de ce procès qui s'ouvre au mois de mars. Les autorités américaines recherchent activement en ce moment Reinaldo Negele, un ténébreux gérant de fortune du Liechtenstein, soupçonné de faciliter le blanchiment de l'argent des cartels de drogue mexicains. Alors, excusez-moi, mais c'est qui ce monsieur Reinaldo Je me suis Negele? renseigné. Donc, c'est le fondateur de la Swiss Loans Financial Services, titre ronflant qui cache une société écran dans un immeuble assez quelconque à Vaduz, la capitale. Il aurait offert ses services à un certain oncle Bill, le principal accusé de ce procès des Chinois, qui lui brassait allègrement jusqu'à 2 millions de narcodollars par jour. Pour ce, M. Negele lui aurait proposé d'investir dans d'opaques associations liechtensteiniennes avec des comptes à Vaduz dans la banque Frick. Je n'invente pas. Je vous La promets banque de- Frick, ça existe. F-R-I-C-K, oui, il faut le faire. Pour ouvrir une fondation au Liechtenstein, il faut savoir que les narcotrafiquants doivent payer des commissions de 25% de l'argent recyclé aux facilitateurs. Et donc les Suisses s'inquiètent, c'est ça? Beaucoup. Monsieur Negele fait la une sur place ce matin. Eux essaient, vous savez, de se faire une image de plus en plus propre. Ils ne veulent pas du tout être associés à leurs voisins sulfureux du Liechtenstein. Il faut savoir que c'est le 6e plus petit pays du monde avec le 3e plus haut PIB par habitant, après le Qatar et le Luxembourg. Ils ont leur propre agence de l'intelligence financière qui enregistre 300 soupçons de blanchiment d'argent par an. De là à ce qu'ils fassent quelque chose, c'est un peu perdu dans les brumes alpines. Affaire à suivre. Donc on va innover tout de suite avec vous, Anne Le Gall. Et alors ce matin, Anne, vous nous parlez de Sigfox, un nouveau réseau de communication dont on entend beaucoup parler, un Sigfox. Mais c'est quoi? Ça sert à quoi, Sigfox? Alors vous savez que l'avenir est aux objets connectés, on n'arrête pas de le dire, aux t-shirts et montres qui surveillent le rythme cardiaque, au thermostat qui augmente le chauffage via le smartphone, au lave-linge qui dit qu'il faut acheter de la lessive. On dit qu'en 2020, il y aura en moyenne 30 objets connectés par foyer. Et pour ces objets, eh bien, il faut de nouveaux réseaux et Sigfox en fait partie. Ah, mais attendez, on a déjà le Wi-Fi, le 3G, la 4G, bientôt la 5G, ça suffit pas? Eh bien non, parce que pour ces réseaux, pour l'Internet des objets, en fait, on n'a pas besoin d'envoyer tout le temps des informations. Donc, on n'a pas besoin d'avoir ces grosses autoroutes que sont le Wi-Fi, la 4G, 3G ou le Bluetooth. Pour ces objets, une petite départementale Un petit chemin. suffit pour transporter moins d'informations. Donc, le bas débit. Et le bas débit, ça a l'avantage d'être prêt à l'emploi tout le temps, à peu près partout. Il suffit de coller une puce sur l'objet pour le connecter. Ça a l'avantage d'être beaucoup, beaucoup moins cher. Et puis, ça nécessite moins d'énergie aussi, donc ça permettra d'économiser de la batterie. Oh là là, évidemment. Et pourquoi parle-t-on de ce réseau Sigfox là? C'est pas le seul quand même qui fait Alors ça, non, c'est pas le seul. Et La ils sont très forts en concurrence. com ou? Alors, ils sont pionniers surtout. Ce sont les premiers. La concurrence, ceci dit, est dans les starting blocks. Elle va être rude. Les concurrents sont en train de lancer, là, en ce début 2016, des réseaux concurrents avec des technologies plus ou moins proches. C'est le cas de Covisio, Arcos, mais aussi des gros comme Bouygues Télécom ou Orange. Alors, c'est vrai, pour l'instant, on parle de Sigfox parce que vraiment, il a pris de l'avance avec 92% de la couverture du territoire français. Une présence déjà à l'étranger, une dizaine de pays en Europe, et puis une installation bientôt dans une dizaine de grandes villes américaines. Vous imaginez quand même le lave-linge qui va vous dire qu'il faut aller acheter de la lessive. Il ferait mieux de faire leur C'est pas passage. demain la veille Mais que non. le lave-linge va me donner des ordres. Ah, bah ça c'est sûr. Et le Ce pèse sera peut-être personne le qui dit frigo. oh t'as grossi, arrête de reprendre du dessert. C'est pas ça, dans nous ces cas-là, attend. vous retirez les piles. Faut pas, On faut pas va vous laisser tous embêter avec. devenir crétins face à nos objets connectés qui Mais font on tout était pour nous, peut-être un quoi. peu prédisposés, que voulez-vous, ma chère Julie? Allez, à demain, les experts. À demain.